Bon, des arnaques et des moves chelous dans le football, on en connaît. Je suis moi-même fan d'un club qui est en passe de donner 100 millions d'euros à Nottingham Forest en 1 an et demi. Mais là, on va parler d'un autre type d'arnaque, moins visible, autrement plus rare, mais qui donne des histoires absolument incroyables, les faux footballeurs. Il y a plusieurs histoires de faux footballeurs qui ont déjà fait du bruit, et en général elles comportent toutes des similitudes. Si vous en avez pas déjà entendu parler, je vous fais un rapide tour d'horizon de certaines des plus connues. On va commencer par l'histoire de Carlos Kaiser, et c'est sûrement peut-être la plus connue en France avec celle de Greg Axelrod, car elle aura donné un documentaire diffusé sur Canal+, nommé Kaiser, le plus grand footballeur à n'avoir jamais joué au foot. Et je vous invite à aller le voir car c'est super rocambolesque, mais pour résumer, Carlos c'est quelqu'un qui a eu une formation amateur, donc de football, et une bonne forme physique au point de passer par les équipes de jeunes de Botafogo et Flamengo, deux gros clubs brésiliens. Tout ça, ça lui a donné la légitimité pour démarrer son aventure, d'abord au Mexique, puis au Brésil, et jusqu'en France, au Gazélec Ajaccio, avant de retourner au Brésil, et son mode opératoire était assez simple. Il arrivait dans des clubs grâce à des contacts, un peu de filouterie, en se déclarant hors de forme, mais en signant un contrat court. Il passe tous les premiers mois à se remettre en forme, à se lier d'amitié, à foutre l'ambiance, ce qui lui donne une cote de sympathie assez grosse dans le vestiaire. Puis quand arrive le moment du retour à l'entraînement, le moment de juste toucher du ballon ou alors d'aller en match, il simulait des blessures, certaines blessures bien pensées et difficilement détectables dans les années 80, ce qui faisait que grosso modo, il finissait la saison, puis ensuite le contrat se terminait et il trouvait un nouveau club derrière. Il a fait ça pendant plus de 10 ans et a eu plus d'une dizaine de clubs. Des légendes du football brésilien comme Renato Gaucho ont entretenu une superbe relation avec lui, et même si ça reste une histoire d'arnaque, ça a globalement fait sourire les gens, notamment le jour où il a été envoyé à l'échauffement. Vraiment dinguerie, pour rentrer dans un match, pour la première fois peut-être, et il s'est battu avec quelqu'un du public qui l'avait insulté sur sa coupe de cheveux, avant de dire à son président dans les vestiaires qu'en fait, il s'est battu avec le fan car le fan avait insulté le président. Le président a kiffé cette attitude et il lui a donné 6 mois de prolongation. Autant dire, franchement... il s'en est bien sorti. Bref, l'histoire de Carlos c'est assez cool et c'est pas la seule à être très connue. En Angleterre, il y en a eu une également et elle concerne Ali Dia. Et Ali Dia, c'est encore plus simple. Dans les années 90, en première ligue, plusieurs clubs reçoivent un appel de quelqu'un qui se fait passer pour Georges Weah, qui leur conseille d'engager un joueur qu'il connaît et qu'il aime bien et qui est fort. Bah, c'est son cousin. Oui, son cousin, évidemment. Et la plupart des clubs ne mordent pas à l'hameçon, sauf Southampton, entraîné à l'époque par le grand Graeme Souness, avec dans l'effectif Matt Le Tissier, légende de première ligue. Et le plus drôle, c'est qu'Ali Dia, lui, c'était vraiment un footballeur amateur, juste c'était pas un footballeur pro. Et en arrivant à Southampton, il a rapidement été à l'entraînement. Cet entraînement, d'après les dires de Matt Le Tissier, c'était pas la folie, il avait pas l'air si fort que ça, mais avec, on va dire, un peu de réussite, d'accord, il finit par arriver sur le banc pendant un match, et à cause d'une blessure de Le Tissier, il sera carrément rentré en jeu. Pendant son entrée en jeu, il va mettre tout le monde mal à l'aise, apparemment il courait dans tous les sens, il esquivait le ballon, et il a même eu une occasion de marquer, ce qui aurait été absolument légendaire. Un footballeur recruté sur des bases arnaques qui a failli marquer en PL, c'est très drôle. Bref, sur le terrain, il faisait tâche, même s'il a failli marquer, il est très rapidement ressorti du terrain, et il faisait tellement tâche qu'il a été élu top 1 du top 50 des pires transferts de l'histoire de la première ligue par pas mal de médias. Et vous voulez savoir le petit plot twist qui fait un petit peu sourire? Bah c'est qu'Ali, derrière, il a eu un fils qui s'appelle Simon Dia et qui est lui-même professionnel de foot, mais pour de vrai. À 32 ans, il a plus de club, mais ça a vraiment été un footballeur. Donc Ali Dia a menti pour essayer d'être professionnel et son fils, lui, l'a réellement été. Franchement, c'est beau. Bref, voilà pour les deux histoires de faux footballeurs assez connus. Il y en a d'autres de similaires, mais globalement, on retrouve un petit peu les mêmes patterns. Ça se passe dans les années 80, 90, à une époque où les contacts, les agents, les bases de données, la technologie permettaient à certaines anomalies de ce style d'exister. Mais dans le football actuel, avec Transfermarkt, les bases de données, les contacts, les machins, c'est pas possible d'avoir un truc comme ça, non? Eh ben, laissez-moi vous parler de l'histoire de Bernio Verhagen. Et les présentations vont être assez simples. Bernio, c'est un joueur qui est né au Suriname, dans la capitale Paramaribo. Le Suriname, c'est un territoire sud-américain proche de la Guyane qui a vécu une grosse période coloniale sous l'égide des Pays-Bas. Avant de déclarer son indépendance, il y a maintenant 50 ans pile, mais comme beaucoup de pays qui ont été colonisés, les rapports entre les deux sont restés assez forts, au travers notamment des populations. Et on estime à presque un demi-million de personnes le nombre de gens qui ont des origines du Suriname vivant aux Pays-Bas. Et à l'inverse, il y a plusieurs milliers de personnes d'origine néerlandaise qui vivent encore au Suriname, le tout dans un pays de 600 000 habitants. Bref, c'est un petit point historique qui est pas totalement utile à l'histoire, mais que j'ai trouvé cool et qui permet aussi de comprendre comment Bernio, qui est né au Suriname, a finalement grandi aux Pays-Bas. De là, son parcours, il est assez simple, il grandit aux Pays-Bas, et comme nos précédentes fraudes, il a quand même un parcours de footballeur amateur qui inclut pas mal de clubs, comme par exemple Willem II, Oosterhout ou encore Dendungen. Alors pardon pour la prononciation, le plus drôle c'est qu'on sait que Bernio Verhagen c'est un faux footballeur, mais c'est à se demander si Oosterhout et Dendungen sont des vrais clubs, au vu de leur effectif sur Transfermarkt qui est complètement vide. Sauf pour Oosterhout, qui possède qu'un seul joueur, Lucas Barbosa,
Sousa Brito, attaquant de 30 ans. Vous me le surveillez celui-là, hein. Bon, en réalité, je rigole, ça révèle juste que c'est des clubs qui sont tellement d'un niveau amateur que même Transfermarkt n'est pas vraiment à jour sur leur effectif. En tout cas, c'est là-bas que notre ami Bernio mène sa petite vie de footballeur amateur jusqu'à l'année 2019. En 2019, l'état des lieux est assez simple, Bernio il a 25 ans. Il est toujours aux Pays-Bas, à Dendungen, bref, l'espoir de percer un jour en professionnel se situe dans le néant. Mais c'est cette année-là qu'il décide de monter un stratagème pour essayer de toucher le niveau professionnel, et pour ce faire, il choisit une région qui cumule deux choses, une reconnaissance footballistique et une stabilité politique pas exceptionnelle. Reconnaissance footballistique d'abord, car la terreur locale de cette région, c'est le Sheriff Tiraspol, club qui a réussi à faire parler de lui en 2021 en battant le Real Madrid en poule de Ligue des Champions, l'année même où le Real la remporte et où Karim Benzema prend son ballon d'or. Et stabilité politique pas exceptionnelle car la Transnistrie est une région de 500 000 habitants, soit 4 fois moins de gens qu'à Paris intramuros, le tout sur un territoire qui fait 4000 km², soit 40 fois plus grand que Paris, qui a proclamé son indépendance il y a une trentaine d'années avec une présence militaire russe, et le statut de cette région est constamment source de tension car c'est frontalier avec l'Ukraine. Je vais pas vous faire un dessin ou un cours de géopolitique, c'est juste pour vous illustrer le topo sur place. Et c'est dans cette région et dans ce championnat que Bernio Verhagen va poser ses valises en D1 au sein du deuxième club de Tiraspol, le Dynamo Tiraspol. J'aurais aimé inventer un storytelling comme quoi c'est le club local, ennemi juré du shérif, tout ça, mais la réalité c'est qu'ils existent depuis 2009. Leur palmarès comporte un titre de champion de D3 Moldave, et ils sont montés en division 1 en moins de 5 ans quand même. Et dans cette division, il y a 8 équipes. Et pour la petite anecdote, l'année d'après l'arrivée de Bernio, ils ont joué le premier tour de préliminaire de Ligue Europa. Et vous savez, ces premiers tours de préliminaire, c'est ceux qui commencent mi ou fin juin, où il y a que Romain Molina qui nous en parle et qui regarde ces matchs pour nous dire que les clubs de Gibraltar et d'Irlande du Nord, cette année, ils étaient pas si loin de passer en poule. C'est exactement ça. Et lors de ces préliminaires, ils ont perdu contre le FK Ventspils, un club letton. Bon, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on a un peu ironisé, on a un peu rigolé, mais ça reste un club de D1 moldave qui a caressé la Coupe d'Europe. Concrètement, c'est du niveau pro. Mais comment Bernio a atterri là-bas? Le coup, il est à la fois extrêmement simple, mais en même temps bien pensé. Verhagen, avec peut-être l'aide d'un complice, a simplement eu l'audace de se présenter auprès des dirigeants du groupe comme un joueur représenté par le Stellar Group, l'agence qui possède quelques noms que vous connaissez bien. Kobe Mainoo, Kamavinga, Konaté, Omar Marmouche et donc Bernio Verhagen apparemment. En réalité, le procédé était assez simple, ces groupes gèrent des dizaines et des dizaines de joueurs au point que quand tu vas sur la page Transfermarkt de Stellar Group, ils ont 36 pages de joueurs représentés. Et c'est des joueurs en tout genre, de toute valeur marchande, des gros joueurs, des petits joueurs, des gros clubs, des 10 clubs. Bref, c'était facile de s'y perdre et d'y croire. Donc, comme je vous le disais, les dirigeants du Dynamo Tiraspol sont contactés par quelqu'un qui se fait passer pour Mohamed Sinou. Qui est Mohamed Sinou? L'un des agents les plus influents du monde du football et donc le dirigeant de Stellar Group. Et le procédé, il est assez simple. Salut les mecs, j'aimerais prendre contact avec vous, je m'intéresse au développement du foot dans votre région, blablabla, blablabla. Bref, des discussions qui tournent autour de plein de sujets, d'investissement, de coopération, jusqu'à qu'arrive la vraie douille. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un bon joueur qui a besoin de se relancer. Vous pouvez le prendre même sur une assez courte période, pas forcément payé très cher, c'est juste le temps qu'il puisse se retaper, se retrouver et jouer un peu. Et ce joueur, c'est Bernio. Et c'est ainsi qu'il atterrit à Tiraspol. Il passe quelques temps là-bas, mais Bernio, voilà, c'est un voyageur, un vrai kiffeur, et sans trop qu'on sache pourquoi, même si on peut s'en douter, quelques semaines après, et sans avoir joué le moindre match, il quitte le club pour en rejoindre un autre. Et c'est là qu'il atterrit à l'autre bout du monde, et plus précisément au Cape Town FC en Afrique du Sud. Et le procédé est le même, et je veux même carrément vous lire le témoignage du président de Cape Town. Nous l'avons recruté sous les conseils d'un agent international respecté. Après 2 jours d'entraînement avec l'équipe première, nous l'avons envoyé en équipe réserve. Et quelques semaines plus tard, c'est reparti, Verhagen quitte Cape Town. Peut-être un petit retour en Europe de prévu? Oui, au sein de l'Audax Italiano, un club qui, comme son nom l'indique, évolue en fait en D1 au Chili. En fait, c'est un club qui a été fondé par des immigrés italiens à Santiago il y a plusieurs dizaines d'années, et ce n'est d'ailleurs pas le seul club qui a un nom un peu trompeur, car il y a également le CD Palestino, club qui a été créé par des immigrants palestiniens il y a presque 100 ans, et j'avais trouvé le clin d'œil un peu sympa. Bref, force à la Palestine et aux Palestiniens, et donc du coup c'était intéressant de savoir qu'il y avait des clubs créés par justement des populations immigrées locales il y a longtemps, et ça a donné des noms, bref. Vous avez capté. Après 6 semaines en Afrique du Sud et pas un seul match joué là-bas, Verhagen atterrit là-bas, mais cette fois, il ajoute une astuce à sa combine pour rassurer les clubs. Au lieu de simplement les contacter et de se conseiller via l'intermédiaire du faux agent, il va ajouter à cela une promesse. Celle d'être signé libre pour ensuite être vendu quelques mois plus tard à un club chinois grâce à un deal tout ficelé, document à l'appui. Et l'astuce fonctionne encore, et c'est de cette manière qu'il débarque au Chili, une expérience de 2 mois cette fois-ci qui se finira un peu moins discrètement parce qu'il partira en expliquant avoir subi du racisme
racisme de la part de ses coéquipiers. Mais Bernio, il a de la ressource et pour arnaquer, il sait tisser sa toile et il sait le faire depuis un long moment. Après ses expériences en Moldavie, en Afrique du Sud et au Chili, il décide de retourner en Europe, pour de vrai cette fois-ci, et vise gros, pas très loin de chez lui, au Danemark, au sein du club de Viborg FF. En 2025, Viborg, ça évolue en D1 danoise avec des clubs comme Nordjylland ou Brøndby, mais en 2019, c'est de la D2 danoise. Idéal pour essayer de se frayer un chemin sans attirer trop l'attention, et par le même procédé que pour l'Audax Italiano, il va réussir à se faire engager à Viborg, et quand je vous dis qu'il sait tisser sa toile, je vais citer le communiqué de Viborg sur l'affaire. Depuis le 3 juillet, Viborg est en contact avec plusieurs personnes se présentant comme agents du Stellar Group. Nous avons reçu de faux documents, des emails et des appels de ces personnes-là. Et c'est important d'écouter la date, le 3 juillet. À ce moment-là, le 3 juillet, Verhagen, il n'avait même pas encore signé à Cape Town, qui préparait déjà son coup d'après. Bref, d'après le communiqué de Viborg, tout l'été, ces faux agents ont discuté de la possibilité d'une collaboration, de l'arrivée de joueurs du groupe, d'investissements divers et variés, le tout via SMS, email, appel, WhatsApp. Mais là où ils ont été malins, c'est que le nom de Verhagen, il n'est apparu qu'à partir du 1er septembre, soit après la clôture du mercato, avec encore le même stratagème. D'ailleurs, au milieu de tout ça, on a un de nos joueurs, il a besoin d'un club pour quelques mois, après il part en Chine, dans un deal tout ficelé, regardez les documents, c'est free money pour vous, vous le signez libre et il repart payant. Et comme l'Audax Italiano avant, Viborg accepte de le signer sans ne jamais l'avoir vu jouer. C'est un délire quand même. On est au 4e club qui, en un an, décide de le signer sans l'avoir vu jouer. C'est fou. Et là où Bernio a pu rompre son contrat au Chili sans avoir fait trop de vagues, même s'il avait déclaré avoir subi du racisme de la part de ses coéquipiers, au Danemark, l'histoire elle sera tout autre. À Viborg, d'abord, le cas de Verhagen, il interroge. Les journalistes d'abord, parce que ça a beau être un club de D2 danoise, quand il est annoncé, la question remonte forcément. Qui est ce joueur qui a commencé sa carrière pro à 25 ans en enchaînant 4 clubs en un an? Et en plus de ça, le niveau de Verhagen interroge également, et son comportement aussi. Mais on va y revenir. Bien qu'annoncé en grande pompe par Viborg comme étant un attaquant rapide, capable de jouer sur les 3 fronts de l'attaque, nanana. La réalité, c'est que le constat, il est assez simple. Suite à sa signature et aux annonces, il est intégré au groupe professionnel et convoqué pour un premier entraînement. Un entraînement. Et c'est tout ce qu'il aura suffi pour faire constater la réalité au staff de Viborg. Il est éclaté au sol. Au point que le club se rend compte assez vite qu'il y a un problème avec son niveau et ça commence à créer des soupçons. En plus de son niveau, Verhagen s'est illustré par son comportement dans un hôtel de la ville au point qu'il a été demandé à sa compagne et lui de déménager de cet hôtel qui était un hôtel partenaire du club. De là, Viborg commence à enquêter. Le directeur sportif fait part de ses inquiétudes au faux agent, le faux Mohamed Sinou, qui affirme de son côté qu'il n'a jamais entendu de problème de comportement concernant Verhagen. Le club fait aussi des demandes en parallèle auprès de la fédération néerlandaise concernant le parcours de Verhagen, en mode est-ce qu'il a bien joué chez vous, est-ce qu'il a bien joué dans ses clubs, et fédération qui lui confirme que oui, il a bien joué aux Pays-Bas, il a bien joué dans les sections jeunes de Willem II, à Den Dungen, à Oosterhout, tout ça. Ces éléments vont dans le sens de Bernio et de surcroît, quelques jours plus tard, Viborg reçoit les documents concernant le transfert en Chine avec tampon officiel, signature et compagnie, ce qui va un peu apaiser le club danois qui se dit bon, au pire Verhagen, il pue sa mère, mais dans 2 mois, il est parti, ce n'est pas très grave. Mais pas très grave, si quand même. Au Chili, Verhagen, il n'a pas simplement essayé de jouer au football, il a aussi trouvé l'amour en la personne de Nayaret Mouchi, une jeune chilienne qui lui servait de traductrice. Après la fin de son aventure à l'Audax Italiano, il ramène la jeune femme avec lui en Europe et c'est là que tout dérape. Bernio est violent avec elle, Bernio l'empêche de sortir, donc on parle de séquestration, Bernio la vole, bref cette dernière va vivre un calvaire. Un média danois nommé BT va mener l'enquête sur son sujet et révéler l'escroquerie concernant Verhagen, le faux Mohamed Sinou, le faux transfert en Chine, le faux footballeur, mais le vrai violent, et tout va exploser aux yeux du grand public. Sur la base de cette enquête et des révélations de sa compagne aussi sur Instagram, Verhagen est interpellé et mis en détention par la police. La justice et le média BT retrouvent des images d'une boutique où on voit Verhagen être violent envers sa compagne de l'époque, la traînant par terre pour lui prendre son sac ainsi que son contenu. Et en parallèle, les langues, elles se délient. Viborg signale le joueur ainsi que sa situation, sa compagne, comme je vous l'ai dit, révèle des conversations où Verhagen lui demande explicitement de signer les papiers du transfert en Chine en falsifiant la signature du président chinois. La vraie agence Stellar apprend et le vrai Mohamed Sinou découvre le poteau rose. Bref, le monde de Bernio, il s'écroule complètement. Pendant cette période, ce dernier va se défendre, mais c'est le même effet que quand un politique en France se prend un article Mediapart sur sa gueule, se défend en mentant, puis se mange un deuxième article qui contredit complètement sa version. Il raconte une histoire farfelue d'agents russes, comme quoi il n'était pas au courant, des faux agents, que lui-même était victime de sa copine violente, blablabla. Et pour chaque excuse qu'il invente, le média danois BT sort un article qui contredit complètement sa version. Bref, faux usage de faux violence. Lors de son procès, Verhagen reconnaît les faits, d'avoir envoyé les mails au nom de Stellar Group, les faits de violence, l'escroquerie globale et sera condamné à 15 mois de prison ainsi qu'une amende pour l'ensemble de son œuvre et il sera aussi exclu du Danemark. Bon, à ce moment, l'histoire est déjà assez rocambolesque et vous vous dites que vous avez sans doute déjà entendu beaucoup que Bernio va payer sa dette à la société et qu'il s'est calmé après ces quelques mois de folie, non ?
Arrive 2021. 2021, c'est le Covid qui frappe le monde, mais la Colombie et l'Amérique du Sud restent largement ouverts, et c'est là-bas qu'on retrouve la trace de Berniot. Pas de football cette fois-ci, il n'essaye plus de jouer dans des clubs, ça y est, maintenant il suffit de faire une recherche Google pour le cramer, et il lui reste quand même pas mal de ressources. Des photos de lui en maillot, des signatures dans les clubs, aux entraînements. Les ressources pour pouvoir un peu flex et s'inventer une vie sont nombreuses, et c'est exactement ce qu'il va faire. En utilisant tous ces éléments plus une bonne dose de mensonges, Berniot va mener la belle vie en Colombie pendant quelques temps, à base de villas, d'hôtels 5 étoiles, avec toujours le même procédé. Je suis footballeur, regardez les preuves, j'aimerais réserver mais je ne peux payer que par virement. Ah, mais d'ailleurs ce virement c'est un virement international, t'inquiète, ça prend 2-3 jours, il arrive, regarde c'est marqué pending. Ah, on est le week-end, t'inquiète, c'est le normal, le mardi t'as reçu ça. Ah, bah mardi il a disparu Berniot. Bref, il profite de cette notoriété et de cette malice, plus d'une période Covid qui lui est facilitée, pour se faire plaisir quelques temps, sauf que lui, le plaisir, il sait pas doser, et c'est ce qui va causer sa perte. Un beau jour, il est d'humeur fêtarde et Berniot décide de faire appel à des prostituées pour faire un peu la fête et consort. Sauf que les prostituées, c'est pas comme un hôtel ou la boutique, là, hein. C'est pas en mode tu prends les virements, t'inquiète, c'est pending, ça arrive lourd le mardi, fais confiance. Avec elle, c'est donne-moi du cash, là, tout de suite, maintenant. Et du cash, Berniot, il n'en a pas. Donc quand les prostituées sollicitées commencent à comprendre qu'elles risquent de ne pas être payées, elles s'énervent, et elles s'énervent très fort. Et surtout, elles font appel à des gens dans la rue pour les aider à obtenir gain de cause et forcer Verhaeghe à les payer. Et en fait, à ce moment-là, je m'imagine la scène, Berniot qui fait face à des femmes qui ont motivé une foule pour lui casser la gueule. Bref, il a deux doigts de se faire lyncher par le public jusqu'à que la police intervienne. La police l'interpelle et ces quelques combines et scams passés commencent à refaire un petit peu surface. Retour en prison, mais en Colombie cette fois. Cette histoire va encore attirer l'attention médiatique et pour la seconde fois de sa vie, l'attention médiatique va permettre à la justice de l'arrêter. Car vous pensiez que c'était fini ? Bah c'est mal connaître Berniot. En prison en Colombie, l'affaire remonte jusqu'à la justice néerlandaise. Et la justice néerlandaise, bah elle cherche Verhaeghe. Pendant le Covid, il y a eu une petite série de vols, braquages à main armée, bref, cambriolage, tout ce que tu veux, commises entre 2020 et 2021. Cette série, elle a suscité l'intérêt de la police néerlandaise qui a remonté la piste de Berniot et certains de ses complices. Sauf qu'ayant quitté le territoire, difficile de remonter jusqu'à lui, sauf quand t'apprends qu'il croupit déjà en prison en Colombie. Demande d'extradition, la Colombie ne s'emmerde pas et accepte, retour aux Pays-Bas, le procès va mettre en lumière le comportement criminel de Verhaeghe et de ses complices. Lors de ces vols, les victimes étaient menacées par des armes et l'une d'elles a même été retenue captive à son domicile pendant près de 8 heures. Verhaeghe va essayer de se défendre en disant que c'était la faute de ses complices et blablabla, mais cette fois, le coup près tombe. Fin 2023, à Breda, il est condamné à 9 ans de prison et purge encore sa peine au moment où l'on parle. Et il a même eu un peu de chance parce que les réquisitions du parquet demandaient 11 ans à la base. Donc il va sans doute y être jusqu'à peut-être 2030, 2032, je sais pas. Et l'histoire elle est quand même dingue car c'est vraiment à partir de l'année 2019 et de son début d'escapade pour essayer d'être joueur pro que c'est vraiment parti complètement en couille pour lui. Les 4 clubs pro en un an, la violence envers sa compagne, une première condamnation, les scams en Colombie, les vols aux Pays-Bas. Bref, entre 2019 et 2023, Berniot il est passé d'un simple joueur amateur sans trop d'histoire à un criminel qui va sûrement passer tout le reste de la décennie en prison. Quand j'ai fait mes recherches, il a quand même dit des choses comme par exemple le fait que la combine avec le faux agent pour se faire signer dans un club pro, c'est pas lui qui l'a inventé, ce seraient des gens qui lui auraient donné. Et même s'il avait reconnu au Danemark que c'est lui qui contactait les clubs en se faisant passer pour des faux agents, quand on attend certains éléments de l'enquête, comme par exemple le fait qu'il y a eu plusieurs calls passés dans l'été avec Viborg en jouant le rôle de plusieurs personnes du groupe Stellar, etc., c'est quand même difficile de penser qu'il était complètement tout seul dans cette combine, qu'il n'y ait pas eu de complice, qu'il n'ait pas été aidé d'une manière ou d'une autre, et c'est à se demander si c'est le seul à avoir fait ça et s'il n'y a pas d'autres actuellement joueurs qui existent et qui ont peut-être réussi leur coup. Le fameux fake it until you make it. Tu mens sur un truc jusqu'à que, en fait, à force d'avoir menti dessus, il se soit vraiment réalisé. Tu mens sur le fait d'avoir été joueur pro jusqu'à qu'au final t'aies intégré un environnement pro et peut-être que t'avais un niveau correct et t'as réussi réellement ton coup et à ce moment-là t'es joueur pro. Parce qu'au final, ce qui lui a mordu les fesses à Verhaeghe, c'est que même si c'était vraiment un joueur de football amateur, sans doute même à un niveau correct, il avait juste pas le niveau pro, donc c'est réellement ça qui l'a grillé à chaque fois, c'est qu'il arrivait aux entraînements, il devait mettre toute sa bonne volonté, il devait se dire oh il pue sa mère ce mec en fait, tu vois. Imaginez, surprise, à l'entraînement il s'en sort plutôt pas mal et il a pu jouer et genre ce serait le début d'une vraie carrière pour lui. Jusqu'où ça aurait pu tenir tout ça? Est-ce que, imaginons, il fait une saison à Tiraspol, ça se passe bien, il le prolonge, enfin vraiment j'essaye de me demander si des histoires similaires existent, mais des histoires qui ne se sont pas encore fait découvrir et qui auraient vraiment lancé des carrières. Bref, c'était tout pour l'histoire de Berniot Verhaeghe qui lui pour le coup aura vraiment mal fini, et là on parle vraiment de séquestration, vol, violence conjugale et tout, donc le gars était vraiment un peu une merde, hein, faut se le dire. J'espère que ça vous a plu, et on se dit à la prochaine les amis, ciao ciao.